Bien le bonjour et bienvenue sur Galaxy IA. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau de la C-Suite, le CAIO. Alors, pour en avoir discuté avec Philippe longuement, ça ne se dit pas en anglais, c'est CAIO parce que sinon on a CAIO, CIO qui existe. Bref, ça ne se dit pas. Donc, on va partir sur le CAIO qui est le Chief Artificial Intelligence Officer dans mon plus bel anglais. Mais finalement, qu'est-ce que ça co, hein, en quoi ça consiste? Nouvelle fonction hyper intéressante, hyper importante, puisqu'il sera, lui, responsable de la stratégie IA et de son application dans l'entreprise. Et je reçois, pour discuter de cette thématique passionnante, Philippe Boulanger, que vous avez très certainement déjà vu dans un podcast précédent, hein. Et si vous ne l'avez pas vu, shame on you, je vous propose d'aller voir sur la chaîne. Bonjour Philippe. Bonjour Émilie, oui évidemment, le podcast auquel tu fais référence, il a un titre plutôt évocateur qui va attirer normalement les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Oui. Ça, c'est un teaser, hein, tu vois. Je Ouais, suis ça, c'est sympa avec toi parce que fou. Donc, si vous voulez mettre en pause, allez le voir sans plus attendre, sinon vous n'allez pas pouvoir attendre et vous revenez après. Mais n'oubliez pas de revenir parce que cette thématique est passionnante également. Alors, Philippe, je te présente, j'essaye de faire court, quoique c'est très compliqué. Donc, tu es conférencier, tu es consultant sur la stratégie d'innovation et l'intelligence artificielle. Tu as travaillé chez Apple, responsable R&D, entre autres pour le marché européen. Tu as travaillé pour Sony. Tu as été CTO pour Neopost. Et voilà, je dois m'arrêter là pour une question de place, sans quoi on passe 1 heure et demie sur ton CV, ce qui n'est pas l'objectif. Et d'ailleurs, si vous voulez en c'est... savoir plus, allez voir sur LinkedIn. Vous aurez, ou sur son site web, tu vois, je fais directement un appel à l'action sans plus attendre. Euh, Oui, vous en saurez plus. Mais donc aujourd'hui, on aborde la thématique du CIO, thématique qui t'est chère puisque tu as entre autres créé une académie où tu accompagnes les gens pour avoir cette transformation. Et donc, finalement, c'est une nouvelle fonction. En quoi est-ce qu'elle consiste? J'ai donné un peu un teasing, mais peut-on avoir une information un petit peu plus détaillée, s'il vous plaît, mon cher? alors c'est ce qui est vraiment une grande question pour moi quand j'ai démarré à travailler sur ce sujet de ce nouvel venu dans la C-suite, c'était est-ce qu'on a l'équivalent du Chief Innovation Officer, l'équivalent du Chief Technology Officer, du Chief Information Technology Officer, et comment tout ça, ça vient s'embriquer. Parce que la grande tentation, c'est de se dire, tu sais quoi, on a déjà quelqu'un qui s'occupe de l'informatique chez nous. L'intelligence artificielle, ça ressemble quand même furieusement à de l'informatique. Donc, on va rajouter la responsabilité à quelqu'un qui est déjà présent au COMEX, hein, au comité exécutif ou au comité de direction, ça dépend de l'entreprise, parce qu'on ne va pas créer un poste supplémentaire. C'est une des possibilités. C'est une des possibilités, mais là, on vient alourdir évidemment la charge sur les épaules de quelqu'un qui a en général la charge, qui a déjà une charge assez lourde. Si je pense aux personnes qui sont en charge de l'informatique dans les entreprises, en général, ils sont plutôt à la ramasse. Ils ont en général des dettes techniques assez importantes qui font qu'ils sont en train de réparer des trucs qui ne marchent pas toujours ou qui sont en pleine transition. Je me souviens donc dans la boîte précédente dans laquelle j'étais, le directeur informatique, il était complètement, euh, j'allais dire alourdi, il était freiné, enfin c'est plus qu'un boulet au pied, c'était une grappe de boulets qu'il avait sur une transition SAP. Hein. Donc il fallait qu'il fasse une mise à jour SAP pour l'ensemble du groupe. C'était juste l'enfer. Il passait des journées de 14 heures, il était crevé. Il ne peut pas penser à autre chose. Hein, on parlait dans le premier podcast auquel tu faisais référence du temps nécessaire pour comprendre ce qu'on doit faire avec l'IA. Bah là, si tu n'as pas le temps à la base parce que tu es surchargé tout de suite, eh ben, ça ne marche pas, tu ne peux pas le faire. Donc en fait, le, le sujet à traiter en premier, c'est est-ce qu'on va avoir une guerre de territoire entre les personnes présentes sur la C-suite sur l'aspect de l'intelligence artificielle. Donc là, grosse pardon, décision à prendre de la part du patron de la boîte ou du comité de direction. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc-là qui arrive, sachant que ils n'ont pas toujours ni l'appétence ni les compétences pour comprendre exactement ce qui se passe. Donc ça, c'est un autre problème, c'est comment prendre une décision sur quelque chose qu'on ne comprend pas,
ou qu'on ne maîtrise pas parfaitement. Et c'est la raison pour laquelle l'arrivée d'une nouvelle compétence de ce type-là doit être prise avec beaucoup de sérieux, parce que sinon, bah, on risque de se retrouver à rien faire, parce que comme on ne sait pas, on risque de prendre de très mauvaises décisions. Alors, il y a pire que de ne pas savoir, c'est de croire qu'on sait alors qu'on ne sait pas. Hein, on appelle ça dans le, comment dire, dans le domaine de l'innovation ou des startups, on appelle ça une assumption. Une assumption, c'est quelque chose qu'on considère comme étant vrai, alors qu'en fait, on ne l'a pas testé, on ne l'a pas vérifié. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on voit assez fréquemment, des gens qui sont absolument persuadés d'avoir raison sur un sujet, alors qu'en fait, ils ne le maîtrisent absolument pas. Et ça pose un problème de fond, parce qu'évidemment, on va prendre des décisions sur des bases qui sont totalement erronées et qui auraient été totalement différentes en temps normal. Donc, à minima, il faut avoir une prise de conscience des équipes de direction de l'importance du sujet de l'IA pour l'entreprise. Et ça veut dire tout de suite se poser la question, est-ce que l'IA va nous impacter en termes de business? Est-ce que la vision, la mission d'entreprise va être impactée? Est-ce que la manière dont on fait les choses vont être impactées? Et quelquefois, on ne sait pas répondre tout de suite parce qu'on n'a pas justement le niveau de connaissance qui va bien. Alors, la première tentation, c'est de se dire, OK, si on n'a pas les connaissances qui vont bien, est-ce qu'on fait appel à des personnes en interne qui ont ce type de connaissances? Il n'y en a pas forcément. Je ne te parle pas des personnes qui connaissent juste ChatGPT, hein, parce que ça, c'est une connaissance extrêmement superficielle de l'intelligence artificielle, mais qui reste néanmoins intéressante. Mais ce n'est pas suffisant. On va dire que c'est nécessaire, mais pas suffisant. Et l'autre possibilité, c'est de faire appel à comment dire, des consultants éventuellement, ou à des experts qui sont à l'extérieur qui peuvent les aider, ou à des initiatives qui ont lieu, qui sont proposées par des organismes d'accompagnement qui sont éventuellement gouvernementaux, qui permettent de définir les choses et aider à définir les choses. Mais de toute manière, ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas rester les deux pieds dans les mêmes sabots parce que ça ne va pas fonctionner. Donc, on est obligé d'avancer. Si on décide que c'est quelque chose qui est vraiment critique pour l'entreprise, dans ce cas-là, ça va justifier effectivement cette nouvelle position au niveau de la C-suite, hein, donc parmi tous les gens qui ont un C devant leur titre. Et moi, je considère que c'est un poste qui est aujourd'hui suffisamment critique pour être sorti des responsabilités du responsable de l'informatique, qui en général est débordé, même s'il aurait envie que ça lui reste sous contrôle. Et pour ça, il y a deux raisons. C'est un poste qui, à mon sens, est transversal dans l'entreprise, comme un Chief Innovation Officer. Un Chief Innovation Officer, le but, c'est pas qu'il ait toutes les innovations dans les personnes qui lui reportent, parce que ça ferait pas de sens. C'est d'être sûr qu'on diffuse l'esprit de l'innovation dans l'ensemble de l'entreprise, de manière à ce que lorsque quelqu'un ait une idée, alors là on parle de créativité en amont, on parle de résolution de problèmes en amont, on puisse leur donner les éléments, les process, éventuellement les tiers-lieux, l'organisation, les méthodes, de manière à ce que ça puisse arriver. Mais pas forcément, et loin de là, sous le chapeau du Chief Innovation Officer. On est dans le même cas avec l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle permet ce qu'on appelle de l'innovation de procédé. C'est-à-dire qu'on reste dans le domaine de l'innovation quelque part, c'est transversal, et si on respecte les mécanismes de l'innovation, dans ce cas-là, on a de fortes chances que l'intelligence artificielle puisse arriver dans l'entreprise. Donc, si à la limite, il devait y avoir quelqu'un qui devrait prendre ça en compte, ce serait plutôt le Chief Innovation Officer, s'il y en a un. Et s'il n'y en a pas, alors là, par contre, je m'interroge beaucoup sur l'entreprise et sur ses capacités à croître. Dépend de la Et, taille de l'entreprise, en fait, parce que quand tu prends, là, on parle effectivement du CIO pour les entreprises d'une certaine taille, mais les entreprises de plus oui, petite taille, la question se pose aussi, alors que ça soit CIO ou ABCD, peu importe comment on l'appelle. L'idée, c'est un espèce de gardien OK, je vais mettre ça en application, et pas après mes 10 heures, mes 12 heures ou mes 14 heures de travail, mais oui, de me développant, et finalement, on en parle aussi dans l'autre podcast, hein, mais vraiment en ayant du temps parce qu'on sait autant finalement, tu le dis toi-même, c'est autant technique
que ça demande aussi beaucoup de soft skills, des capacités à écouter, à implémenter, à rassurer, à découper tout ce qui est DRH aussi, job description, qu'est-ce qu'on peut Voilà. découper, est-ce qu'on doit réimputer ça ailleurs. Donc c'est vraiment un gardien, tu dis toi-même, de l'innovation et avec quelque part cette connaissance technique. Donc c'est un hybride et donc que ça soit dans les grosses boîtes mais dans les plus petites aussi, le souci du choix ou du non, quelque part du choix de l'IA, que tu choisisses de l'adopter ou que tu ne choisisses pas de l'adopter, c'est que si tu ne l'adoptes pas, très certainement ta concurrence va l'adopter. Donc l'idée c'est quid de ta performance, et puis si on le transforme, et là je vous renvoie à l'autre podcast si vous voulez en savoir plus en long, large et travers, mais c'est transformer aussi un poste en disant c'est bête de ne pas l'utiliser parce que tu peux gagner en performance, et le temps gagné peut permettre d'améliorer la qualité de vie et de travail de tes employés, et donc de les rendre beaucoup plus attachés à l'entreprise, de faciliter le recrutement, de faciliter la rétention, de faire en sorte qu'ils deviennent ambassadeurs de l'entreprise. Donc, il y a vraiment plein d'avantages, si et seulement si c'est fait pas à la manière cow-boy, mais en accompagnant les équipes et en comprenant vraiment les enjeux. Oui, en fait, l'avantage, c'est de structurer la chose. L'innovation arrive toujours de manière structurée aussi, hein. L'innovation, on sait bien que c'est pas simplement une idée. L'innovation, c'est toute une équipe qui se met en place. C'est une équipe multidisciplinaire avec des chefs de projet, avec des parties techniques, des parties marketing, des parties communication, des parties RH. L'innovation ne peut pas arriver sur la base que d'une seule personne, hein. Même si au départ, il pouvait y avoir une idée d'une personne, on sait que ça ne suffit pas et de très loin. Eh bien, on a exactement le même phénomène pour l'intelligence artificielle. On ne demande pas d'utiliser juste Copilot sur son PC pour faire un résumé d'un email. Ça, très bien, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin et c'est ce que je disais d'ailleurs dans le premier podcast. Le but de tous les fournisseurs d'IA générative aujourd'hui, c'est de rendre les choses suffisamment simples pour que ça puisse être utilisé par tout à chacun. Mais le temps gagné avec ça, c'est vraiment le côté très superficiel que l'on peut voir sur l'IA. L'IA peut aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut avoir besoin d'un Chief Artificial Intelligence Officer. C'est parce que lui, il va faire deux choses. Il va avoir, d'une part, un composant de veille technologique. Regardez ce qui se passe en ce moment dans l'industrie, quelles sont les nouvelles technologies qui arrivent, quelles sont les nouvelles pratiques qui arrivent, de manière à pouvoir se nourrir de ça. Et à chaque fois se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment peut-on en tirer avantage? C'est-à-dire on va passer du mode euh, crise potentielle au mode opportunité. Tiens, d'ailleurs, il y a un mot en japonais qui s'appelle kiki. Alors, kiki, c'est marrant quand on dit ça en français, hein. Moi, je suis bon L'idéogramme public. qui, En public. Voilà. ouais, t'es bon public, c'est très bien. Donc, bah, d'ailleurs, oui, là, on parle pas de sexe du tout, hein, quand je parle de ça. On parle juste de l'idéogramme Kiki, qui veut dire crise en japonais, qui est en fait composé de deux sous-idéogrammes, le premier voulant dire danger, le deuxième voulant dire opportunité. Donc, en fait, l'IA aujourd'hui peut être vu comme un danger par beaucoup d'entreprises, et c'est vrai parce que si on n'utilise pas l'IA correctement ou si on n'utilise pas du tout, on a le risque de se faire déborder par d'autres entreprises qui vont utiliser l'IA de manière correcte. Mais ça peut être aussi une opportunité parce que si on est les premiers à utiliser, si on utilise bien et qu'on est dans ce mode de réinvention et d'innovation continue, et là on retourne sur mon sujet de prédilection qui est l'intelligence innovationnelle, eh bien on a cette chance de pouvoir effectivement faire la différence avec la compétition, voire faire une différence qui est telle qu'on n'est même plus comparable à la compétition. Donc, le rôle du Chief Artificial Intelligence Officer, il est vraiment d'absorber cette veille technologique et de voir qu'est-ce que ça veut dire pour tous les segments de l'entreprise. Ça peut être pour les RH. Pour les RH, c'est comment tu vas mieux gérer tes candidats avec les CV qui arrivent. Ça va être comment tu vas mieux les interroger sur des interviews. Ça va être comment tu vas mieux détecter des talents ou les fameux hypo, hein, les high potential, les talents qui ont vraiment énormément de valeur. Euh, donc, donc là, c'est l'exemple des RH, mais qu'est-ce que tu peux faire de plus en communication? Qu'est-ce que tu peux faire de plus en marketing? Avec les générations d'images et de vidéos, bien évidemment, les gens dans le marketing, ils sont accros. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Ça n'empêche pas, d'ailleurs, les autres personnes qui sont les RH, marketing et communication, peu importe, les vendeurs,
par ailleurs, d'être exposé aussi à des IA qui voient arriver, puis de dire, tiens, j'ai vu un truc absolument génial, est-ce qu'on ne pourrait pas investiguer? Et donc, le Chief Artificial Intelligence Officer, lui, son rôle, ça va être de s'assurer que on met en place les bons process aussi et les bonnes structures de manière à ce que s'il y ait des bonnes idées, eh bien, on puisse les mettre en place correctement sans partir en vrille dans la manière de faire les choses. Parce que c'est très facile aujourd'hui comment dire, de faire des choses de manière comment dire, tout à fait incorrectes et qui peuvent mettre en danger l'entreprise avec des fuites de données. Donc, ça a été d'ailleurs le sujet pour les directeurs informatiques pendant un certain temps. Est-ce qu'on fait tout en interne avec des serveurs en interne ou est-ce qu'on part dans le cloud? Est-ce qu'on laisse les gens utiliser des services web pour des activités qu'on n'est pas capable de donner en interne ou alors on est trop lent en interne? Donc, ce genre de complexité, on la retrouve aussi aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, d'autant plus que la plupart des services, évidemment, sont hébergés par des tiers et ne sont pas présents dans les entreprises mêmes. Donc là, il n'y a plus tellement de choix, sauf à utiliser des structures qui sont bien pensées. Et c'est pour ça que Microsoft, d'ailleurs, a fait des choses qui sont intéressantes en déployant l'IA sur des services Azure qui sont dédiés et qui ne sont pas publics. Le résultat, c'est qu'il y a une sécurité de l'information, une confidentialité de l'information qui, évidemment, est garantie. Donc là, Microsoft, je leur dis chapeau parce ils ont très, très bien pensé. Ils connaissent leurs clients, hein, c'est l'avantage, mais ils ont très, très bien pensé leur offre. Donc, euh, donc ce nouveau venu dans la C-suite, il a ça comme rôle, c'est propager l'esprit, propager les bonnes pratiques pour adopter l'intelligence artificielle. Son rôle est pas d'être un garde-chiourme, mais plutôt de faire que les choses puissent arriver. Par contre, dès l'instant où on sort du mode prototype, du mode POC, comme on dit, et qu'on veut déployer, eh bien, évidemment, c'est une équipe qui doit être plus pluridisciplinaire qui doit se mettre en route. Ça va comprendre les gens de l'IT, ça va comprendre les gens des RH, enfin, ça va comprendre toutes les personnes concernées par le projet en question. Donc, évidemment, on dépasse un petit peu le copilote et le chat GPT, c'est vraiment le côté très superficiel de l'IA, mais néanmoins important qu'on peut voir. Donc, ça, je pense que du coup, ça répond peut-être à une question qui est liée au rôle et aux fonctions de ce chief Non, artificial. parce que dans toute l'interview, la première comme la deuxième, en fait, tu bypasses mes questions et enfin, tu réponds à mes questions avant que je les pose. Alors après, l'interview précédente, tu fais, c'est le moment de me poser, c'est quoi tes deux questions? Mais en fait, tu les as communiquées. Je pense que ça répondait à ta question numéro 2, non? Que tu ne m'as pas posée, puisque Je n'ai non, pas fait ce coup-là tout oui, à l'heure. donc c'est une très bonne question, ça. Oui, tout à fait. Tu as parfaitement répondu à la question que je n'ai pas posée. Et donc, je rebondirai finalement sur la question que je n'ai pas posée, à laquelle tu as répondu, et qui est fort intéressante. Non, mais je trouve, et en fait, plus finalement je t'entends parler, c'est vrai qu'on a bah, tous les deux nos expériences. Et en fait, tu me dis, ah oui, le CTO. Et en fait, plus on donne d'exemples, plus on voit l'ampleur que ça a, plus objectivement, il ne me semble pas possible de plugger en fait le fait de travailler avec l'intelligence artificielle, de le plugger à une quelconque fonction parce qu'en fait, tu parlais voilà, du fait d'être à jour dans les outils, mais c'est la misère, c'est la misère. Moi qui donne cours, on a un certificat avec Jacques Follon, je suis co-directrice à l'ESSEC, on le donne en formation continue. Comme c'est du marketing digital, on a intégré l'intelligence artificielle. C'est la misère parce que 2 jours avant, tu peux préparer ton cours. Quand tu le donnes, ça a changé. Nouvelle fonction. Absolument. Tu n'as plus les 7 jours gratuits. Or, quand même, pour des étudiants, c'est important. Tu ne peux pas leur faire prendre toutes les licences. Donc, vraiment, la veille, le rôle de veille, c'est un travail de fou Voilà. furieux. Et si tu prends juste le rôle de veille, c'est quelqu'un qui doit connaître l'entreprise quand même un minimum et qui doit être très transversal parce que pour optimiser le process des RH, ben, il faut connaître en fait les enjeux des RH ou passer du temps en disant, mais tiens, voilà, on a ça comme challenge. Alors, On peut tu viens de passer à- toucher, ouais, tu viens de toucher un point important, c'est le côté empathique Ah oui, ah du ben oui. rôle. Alors, parce que tu ne peux pas être un spécialiste de tous les domaines de l'entreprise. Par contre, tu dois avoir suffisamment d'empathie pour discuter. En fait, c'est un petit peu, si tu veux, tu vas regarder les use cases, c'est un petit peu ce que ferait normalement le Chief Marketing Officer en regardant les use cases des clients. D'accord? Là, tu vas regarder tes use cases des clients internes
mais aussi éventuellement des use cases des clients externes pour essayer de se dire, OK, maintenant, ce que j'ai vu à l'extérieur qu'on pourrait utiliser, ça pourrait être ça. Et quand je dis ce que j'ai vu à l'extérieur, évidemment, parce que très peu d'entreprises développent leur propre IA en interne aujourd'hui, hein, c'est extrêmement rare quand ça arrive. Et pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il faut connecter les points. Et il y a une remarque de Steve Jobs qui était You cannot connect dots forward. C'est-à-dire tu ne peux pas connecter des points qui n'existent pas encore. Tu ne peux connecter que des points que tu connais déjà. Mm. Donc, pour connecter des points que tu connais déjà, il faut aller chercher ces points. Mm. D'où le temps nécessaire pour aller chercher ces points. C'est pour ça d'ailleurs que Steve Jobs, en fait, alors petite histoire, c'était un grand fan de Sony, de Steve Jobs, et il allait régulièrement euh, à Shinagawa. Alors, Shinagawa, c'est le quartier général de Sony au Japon, hein, à Tokyo. Il allait régulièrement là-bas, invité par, ou en se faisant inviter par les dirigeants de Sony, parce que c'était un grand fan. Donc, il y a plein d'histoires entre Mm. Steve Jobs et Sony. Et en fait, c'est lui qui a réalisé le rêve de Akio Morita, qui était la fusion du contenu et du hardware avec les iPods, parce que Sony n'allait pas le faire correctement, mais lui, il a bien pigé, il a compris ce qu'il pouvait faire, basé sur ce que n'arrivait pas à faire Sony. En tout cas, là où il avait raison, Steve Jobs, c'était de dire, on ne peut pas connecter des points qu'on ne connaît pas encore. Donc, il faut aller les chercher, et on ne peut pas avoir toute l'entreprise en veille permanente, ça ne marche pas. Mm. Donc, tu es obligé d'avoir des cellules de veille, des cellules d'exploration. C'est ce qu'on a en innovation déjà. Et l'intelligence artificielle c'est un sous-ensemble de l'innovation. C'est pour ça que, effectivement, avoir un Chief Artificial Innovation Officer, il pourrait reporter à un Chief Innovation Officer. Ça fait du sens. Parce qu'on va utiliser les mêmes processus, les mêmes méthodes pour venir explorer, pour venir valider des différentes approches. Donc, on pourrait imaginer ça si on veut alléger un comité de direction, comme on pourrait très bien l'intégrer au niveau d'un comité de direction. Donc, pour moi, c'est vraiment les deux grandes approches qu'il faut retenir. Ok. Bah, je pense que vous avez tout pour vous y mettre. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc, on cherche quelqu'un qui finalement a quand même un background technique qui est existant, qui sache de quoi il parle dans le domaine, hein, pour ne pas se laisser embarquer par des fausses promesses des Et même vendeurs par de. l'IA, en fait, parce que quand tu découvres un outil, bah, t'es vite passionné, et puis voilà, t'as une journée qui est passée, tu dis, ah, juste parce que tu as un côté aussi émerveillement, parce que moi, je trouve que c'est un jeu, vraiment. C'est, voilà, Voilà. créer une photo, une vidéo, c'est entre créativité, tu découvres toi-même ce dont tu es capable, et puis tu découvres ce que l'outil est capable de faire déjà tout court, et puis tu essayes un peu, tu bidouilles, tu tentes, et alors, enfin, si tu n'as pas un profil technique qui connaît déjà, je trouve, la magie de ce que la machine est capable de faire. Voilà, si on va passer trop de temps à compter les pâquerettes et puis à se former. Et ça prend beaucoup de temps. Le mindset, en tout cas, Oui. est quand même, voilà, pas Donc, forcément. avoir un background technique, pour moi, est relativement essentiel. Donc, même si quelqu'un qui a un background, comment dire, non technique pourrait convenir, mais il faut absolument dans ce cas-là qu'il soit backupé par quelqu'un de technique. Il faut qu'il y ait quelqu'un de technique à ses côtés. On peut très bien imaginer ça. Ça, c'est de la même Marketing manière. IT. Oui, alors bon, IT en général, ils ont un background technique aussi, hein. Mais Non, non, j'étais euh, marketing pour le côté, pour justement ce côté peut-être. Alors, je vais retirer ce que je vais dire. Euh, non, j'ai pas besoin de le retirer puisque en fait, je vais pas le dire. Le côté peut-être, le marketing, souvent, pour pouvoir publier et faire des stratégies, doit savoir à minima ce qui se passe dans l'entreprise, en tout cas dans plusieurs oui. départements. Donc, c'est pour Alors, ce ça qui que se passe, les deux. oui, ce qui se passe, c'est que les personnes qui ont, et là, je risque de faire hurler certains des auditeurs, mais c'est pas très grave. euh, les gens qui ont un background technique et qui ont cette capacité de prise de recul et de vue hélicoptère, ils ont aussi cette capacité d'absorber assez rapidement des nouvelles dimensions qui sont des dimensions marketing, Mm. dimensions RH. L'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire, si tu prends quelqu'un qui a été formé au marketing et qui n'a pas de background technique, ça va être très compliqué pour lui de partir sur le technique. Et je ne te parle pas encore une fois du niveau de ChatGPT, hein. Mm. Donc, euh, donc, c'est la raison pour laquelle, à mon sens, il faut que ce soit quelqu'un qui a un background technique et qui ait évolué, qui ait vu un peu de terrain dans d'autres domaines, parce que lui, il va être capable de faire cette synthèse des différents métiers
et de comprendre ce qui se passe dans l'entreprise au sens général du terme. Mhm. Donc, et ça, c'est ce que je dis là pour le Chief Artificial Intelligence Officer, c'est un peu vrai aussi pour le Chief Innovation Officer, puisque on a le même type de caractéristiques qui se mettent en place. On a besoin de quelqu'un qui fasse de la veille technologique aussi. On a besoin de quelqu'un qui soit à l'écoute des nouvelles pratiques qui se font dans le monde entier en termes de management, en termes de commerce, en termes de marketing, et puis qui va diffuser ça aussi. Donc, il y a pas, il faut surtout pas que ce soit une chasse gardée, mais en Mhm. tout cas que ce soit un point d'entrée absolument critique pour l'entreprise. Et de manière à ce que justement les gens qui bossent 10 à 12 heures sur leur projet continuent à bosser 10 à 12 heures sur leur projet. J'ai une super slide en conférence pour ça d'ailleurs, hein, où tu vois l'ensemble de la partie exploration jusqu'à la partie exécution, où tu vois les gens qui bossent de 10 à 12 heures par jour, qui vont brusquement monter en puissance, monter en productivité, parce qu'on a fait tout le travail en amont qui a été fait de manière correcte, de manière à éviter les erreurs. Parce que les gens qui bossent 10 à 12 heures, ce qu'on leur demande, c'est du zéro risque, zéro défaut en général. Donc, Mhm. ils n'ont pas le temps d'expérimenter et surtout, il ne faut surtout pas qu'ils le fassent dans certains cas. Hein, quand ils le font, alors que ce n'est pas leur, comment dire, je dirais pas leurs objectifs, mais surtout pas les bonnes méthodes, on arrive à des catastrophes. Donc, on n'a pas le droit de faire ça aujourd'hui en entreprise. Et c'est pour ça que les méthodes d'exploration ne sont pas du tout les mêmes méthodes que les méthodes d'exécution. Eh ben, voilà qui est passionnant, franchement. Et donc, en fait, on a tout pour la typologie de personne, ce qu'elle doit faire, que vous ayez une grosse entreprise ou petite, en fait, finalement. Vous savez autant ce qui est analysé, les process, les différents départements. Même si vous êtes peu, finalement, vous avez une organisation, des départements qui sont peut-être pas en silo, mais quand bien même, hein, je veux dire, c'est si votre fonction inclut différentes choses bah, ou différentes tâches, le process est le même, c'est découper les fonctions, savoir le temps que ça vous prend pour chacune des fonctions, garder ce que vous aimez bien faire et pour tout ce que vous n'aimez pas faire, vous gardez ce que vous aimez bien faire, en tout cas en partie pour une partie de votre temps, et le reste, de voir comment l'intelligence artificielle peut vous remplacer ou travailler main dans la main avec vous. Et ça, c'est en interne ou en externe. Sachant que je pense que Philippe et moi, nous sommes d'accord sur la question, et nous ne sommes pas les seuls à le dire, l'intelligence artificielle n'est pas vraiment un choix parce que si vous ne l'adoptez pas, par définition, votre concurrence l'adoptera. L'objectif, c'est de savoir comment vous pouvez l'adopter en améliorant finalement la qualité de vie et de travail de vos employés. C'est un petit peu, moi j'aime bien prendre cet exemple-là, c'est un peu comme quand on doit couper un tronc d'arbre, bah, tu peux le faire au couteau, à la scie ou à la tronçonneuse. Bah, a priori, tout le monde prendra la tronçonneuse si et seulement si tu sais comment l'utiliser et tu es sûr de ne pas te couper un bras au passage, quoi. Oui, Hein. tout à fait. Je ne saurais pas mieux dire. As-tu une petite, tu as une petite, un petit exercice, une citation, une phrase inspirante pour terminer cet entretien passionnant ou la tronçonneuse, c'est bien? La tronçonneuse, c'est pas mal. La tronçonneuse, c'est pas mal. Écoute, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais te dire qui soit aussi frappant que le titre de l'autre podcast. Ouais. Mais, mais Ah, là, mais ça va on être a mis compliqué, la je barre crois. haut. Mais justement, ça par contre, je terminerai du coup par une invitation en disant, écoutez, si vous voulez voir, je dirais, la suite ou quelque chose qui est complémentaire à la discussion d'aujourd'hui, allez vraiment voir l'autre podcast qu'on a fait, Philippe et moi, parce que ça complète habilement cette thématique-ci qui permet où le podcast, bah, c'est sur comment assurer une adoption smooth, va-t-on dire, hein, bien, parce que Philippe habite la moitié du temps aux Ouais. States. Donc voilà, je place des mots en anglais, comme ça ils sont un peu à la maison. Une, Ah, ouais. une adoption smooth en entreprise, quelle que soit la taille de votre entreprise. Philippe, mille merci pour cette joyeuse interview et passionnante comme à chaque fois. À très vite et n'oubliez pas de liker, partager, commenter si vous avez aimé la vidéo. À bientôt, Philippe. À bientôt, Émilie.